Il a 23 ans et il est assis sur une chaise en bois dans une école convertie sur l'aérodrome de Mabalacat, dans le nord des Philippines, et le ventilateur au plafond tourne lentement dans la chaleur d'octobre et ne fait rien. Dehors, la piste d'atterrissage cuit sous un ciel de la couleur d'un os blanchi. Les cocotiers se dressent sans bouger. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas eu de vent depuis 3 jours. Le lieutenant Yukio Seki porte sa combinaison de vol. Sur son front, noué avec la précision désinvolte d'un homme qui l'a fait 1000 fois, se trouve un hachimaki blanc, un bandeau, avec les caractères de Isho écrits à l'encre de pinceau. Victoire certaine. Ses mains reposent sur ses genoux. On lui a dit qu'il a été sélectionné. On lui a dit pourquoi. On lui a dit ce qui sera exigé de lui. Il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit non. Il est assis sur la chaise et le ventilateur de plafond tourne et il regarde quelque chose qui n'est pas dans la pièce. Le vice-amiral Takijiro Onishi était arrivé à Mabalacat la nuit précédente, le 19 octobre 1944, ayant volé depuis Manille avec un plan qu'aucun officier naval japonais n'avait jamais formellement proposé par écrit auparavant, bien que plusieurs l'aient doucement discuté dans les marges de réunions d'information où les chiffres ne s'additionnaient plus. Les chiffres, en octobre 1944, avaient cessé de s'additionner depuis longtemps. La première flotte aérienne, qu'Onishi commande maintenant, compte 340 avions sur le papier. Dans la pratique, après des mois d'usure au combat dans des batailles que la marine japonaise ne cesse de perdre, le nombre d'avions qui sont réellement opérationnels un matin donné est plus proche de 100. Certains jours, il est moindre. Les pilotes qui les volent sont, pour beaucoup d'entre eux, de jeunes hommes ayant à peine le nombre minimum d'heures de vol requis pour décoller et atterrir un zéro sans se tuer, ce qui est une chose entièrement différente de la compétence requise pour attaquer une flotte américaine qui hérisse de canons anti-aériens pouvant envoyer 600 coups par minute dans le ciel. Onishi sait de quoi sa flotte est capable. Il a les rapports. Il a passé les 48 dernières heures à les lire et à faire l'arithmétique que ses supérieurs à Tokyo préféreraient qu'il ne fasse pas trop fort. La flotte d'invasion américaine qui s'est rassemblée dans les eaux au large du golfe de Leyte est la plus grande armada navale de l'histoire de la guerre. Il y a plus de 700 navires. Ils transportent 170 000 soldats. Ils sont protégés par 12 porte-avions d'escadre, 8 porte-avions légers, 18 porte-avions d'escorte, 12 cuirassés, 24 croiseurs et 141 destroyers. Contre cela, Onishi peut mettre en l'air, dans un bon matin, peut-être 100 avions pilotés par des pilotes qui, pour beaucoup d'entre eux, vont mourir avant de s'approcher assez près de la flotte pour avoir de l'importance. Les mathématiques ne sont pas compliquées. Elles sont simplement inacceptables. Ce qu'Onishi propose, ce qu'il est venu à Mabalacat proposer, est une solution à un problème qui ne peut pas être résolu par des moyens conventionnels. Si un avion japonais, armé d'une bombe de 250 kg, tente une attaque conventionnelle en piqué sur un porte-avions américain, la probabilité de toucher le navire est, selon les estimations des planificateurs de l'aviation navale japonaise, quelque part entre 1 sur 10 et 1 sur 15. Le tir anti-aérien est trop lourd. Les patrouilles aériennes de combat américaines sont trop efficaces. Les pilotes sont trop inexpérimentés. Les coups au but sont trop rares. Mais si le pilote n'a pas l'intention de sortir du piquet, si l'avion lui-même est l'arme, alors la probabilité change. Un homme qui n'essaie pas de survivre à l'attaque a un rapport différent à la précision qu'un homme qui l'essaie. Il peut maintenir son cap à travers le feu. Il peut corriger sa ligne au dernier moment. Il peut faire voler son avion à travers le rideau anti-aérien parce que le rideau, aussi mortel soit-il, ne peut pas être assez dense pour tout arrêter. Onishi n'utilise pas le mot « suicide ». Il n'utilise jamais ce mot. Le mot qu'il utilise est le mot qui deviendra la terminologie officielle du programme qu'il est sur le point de créer, est TOKO, attaque spéciale. Les pilotes qui se portent volontaires, et le mot volontaire sera utilisé avec une insistance prudente
tout au long de l'existence du programme, voleront pour des missions TOCO. Ils seront des pilotes TOCO. Ils formeront des unités TOCO. Le mot que le monde finira par utiliser pour eux, kamikaze, vent divin, le nom des typhons qui ont détruit les flottes d'invasion mongoles au XIIIe siècle, est une construction de presse, une création de propagande, une interprétation poétique appliquée plus tard. Les hommes eux-mêmes, les pilotes qui sont assis sur des chaises en bois dans les écoles converties, sur les aérodromes avancés des Philippines, l'appellent autrement. Ils l'appellent TOCO. Ils l'appellent leur mission. Certains d'entre eux l'appellent leur devoir. Quelques-uns d'entre eux l'appellent quelque chose qu'ils ne peuvent pas du tout exprimer avec des mots. Seki est l'un des 23 pilotes rassemblés dans la salle de réunion à Mabalacat le soir du 19 octobre. Onishi s'adresse à eux personnellement. Ce n'est pas un homme porté au sentiment. Sa réputation dans la marine est faite de franc-parler, de compétences administratives, d'un intellect qui est précis jusqu'à la froideur. Mais ce qu'il dit dans cette pièce, selon les récits des officiers qui sont présents, n'est pas administratif. Il parle de la patrie. Il parle de l'empereur. Il parle de la situation en des termes que tous ceux dans la pièce comprennent déjà parce qu'ils ont des yeux et peuvent regarder les cartes opérationnelles et compter les avions et compter les navires et arriver à la même arithmétique à laquelle il est arrivé. Ensuite, il demande qui sera volontaire. Les récits de ce qui se passe ensuite varient dans les détails, mais s'accordent sur le point essentiel. La plupart des hommes dans la pièce s'avancent, ou lèvent la main, ou hochent la tête, ou indiquent d'une manière ou d'une autre leur volonté. Le geste n'est pas, selon la plupart des récits, angoissé ou dramatique. Il est, selon les descriptions des témoins survivants, silencieux. Comme si quelque chose avait été décidé qu'ils savaient déjà qui serait décidé. Comme si la question n'était pas vraiment une question. Seki ne s'avance pas immédiatement. Selon certains récits, il hésite. Selon d'autres, il est parmi les premiers. Ce qui est convenu, c'est qu'après une brève pause, dont la longueur exacte varie selon les récits, quelques secondes, peut-être plus, il se porte volontaire. Il est sélectionné pour diriger la première unité. L'unité reçoit un nom, l'unité Shikishima. Le nom vient d'un poème du poète japonais du XVIIIe siècle, Motoori Norinaga, Shikishima no Yamato Gokoro wo Ito Towaba, Asahi Ninyu, Yamazakura Bana. Si quelqu'un s'enquiert de l'esprit japonais, ce sont les fleurs de cerisier sauvage de la montagne qui s'épanouissent sous le soleil du matin. Avant de sortir de la salle de réunion, Seki dit quelque chose à l'officier debout à côté de lui. L'officier s'en souvient pour le reste de sa vie et l'enregistre dans ses mémoires des décennies plus tard. Ce que Seki dit est « Le Japon est fini s'il doit recourir à cela ». Il le dit doucement. Il ne semble pas contester. Il ne semble pas vouloir que quiconque change d'avis, y compris lui-même. Il semble faire une observation. Le genre qu'un homme fait quand il regarde quelque chose clairement et veut dire ce qu'il voit avant que le moment ne passe. Ensuite, il noue le hachimaki plus fort sur son front et sort dans la nuit philippine. Pour comprendre comment le Japon arrive à ce moment, à l'école convertie, au ventilateur de plafond, aux 23 hommes dans la pièce, il est nécessaire de remonter plus loin qu'octobre 1944. Il est nécessaire de remonter à la logique qui se désagrège depuis 2 ans. Le Japon entre dans la guerre du Pacifique avec la force aérienne navale la plus expérimentée au monde. Les pilotes qui exécutent l'attaque sur Pearl Harbor en décembre 1941 sont des professionnels, des hommes qui ont passé des années à s'entraîner sur des cibles chinoises, des hommes qui peuvent frapper un navire en mouvement depuis l'altitude sous le feu, des hommes qui effectuent des missions de combat depuis avant que la plupart des pilotes américains aient leur licence. Le Zéro, le chasseur A6M, qui domine les premiers mois de la guerre du Pacifique, est plus rapide, plus maniable, et a une plus longue portée que tout ce que les Alliés ont dans le Pacifique à l'époque. L'aviation navale japonaise n'est pas simplement bonne. Elle est, dans la première année de la guerre, la meilleure du monde. Puis vient Midway. La bataille de Midway,
en juin 1942, coûte au Japon 4 porte-avions d'escadre et, de manière critique, le noyau irremplaçable de son corps d'aviateur naval. Les pilotes qui meurent à Midway ne sont pas facilement remplacés. Former un pilote de porte-avions au standard que la marine japonaise exige prend, dans des conditions de temps de paix, entre 2 et 3 ans d'instruction intensive. La marine n'a pas 2 ou 3 ans. Elle a le prochain engagement et celui d'après, et la campagne d'usure écrasante dans les Salomon qui lui coûtera des pilotes plus expérimentés à Guadalcanal, à la bataille des îles Santa Cruz, dans 100 engagements plus petits au-dessus de la jungle et des eaux chaudes du Pacifique central. À la fin de 1943, le bassin d'aviateurs navals japonais expérimentés n'est pas épuisé. Il a, fonctionnellement, disparu. Ce qui les remplace, ce sont les produits d'un programme de formation accéléré qui, au milieu de 1944, produit des pilotes avec des heures de vol que les officiers japonais expérimentés décrivent dans des mémos privés avec des mots qui se traduisent approximativement par insuffisant et, dans des moments moins prudents, par dangereux. Le minimum requis pour la qualification sur porte-avions est réduit, puis réduit à nouveau. Des pilotes qui n'auraient pas été autorisés pour le service de combat en 1941 sont affectés à des unités de première ligne parce qu'il n'y a rien d'autre de disponible. Les avions sont toujours là. Les usines produisent toujours des zéros, produisent des bombardiers en piqué. Judy produisent des bombardiers moyens Betty. Mais les hommes qui peuvent les piloter efficacement ont disparu. La preuve arrive en juin 1944, dans la mer des Philippines, dans ce que les pilotes américains appelleront, avec un mépris affectueux, le grand tir au dindon des Mariannes. La marine impériale japonaise engage ses porte-avions d'escadre restants dans une frappe sur les forces américaines envahissant Saipan. L'attaque est massive selon les normes de ce que le Japon peut encore aligner. 473 avions en 4 vagues distinctes. La patrouille aérienne de combat américaine les attend. Les pilotes japonais inexpérimentés, volant dans un mur de Hellcats dirigé par radar, piloté par des hommes qui ont passé 2 ans à s'entraîner spécifiquement pour tuer des zéros, perdent 383 avions en 2 jours. 383. En échange, les Américains en perdent 29. 3 porte-avions japonais sont coulés. La première flotte mobile, le cœur de la puissance navale japonaise, cesse d'exister en tant qu'instrument offensif. En octobre 1944, quand Onishi arrive à Mabalacat, le calcul n'est stratégique dans aucun sens conventionnel. Il est existentiel. La question n'est pas de savoir comment gagner la bataille du golfe de Leyte. La question est de savoir si le Japon peut trouver un moyen d'imposer un coup suffisant à l'avance américaine pour faire de l'éventuelle invasion des îles de la patrie autre chose qu'une conclusion inévitable. Les planificateurs américains, à ce stade, travaillent déjà sur l'opération Downfall, l'invasion projetée de Kyushu et Honshu, avec des estimations de pertes qui se chiffrent, du côté américain, par centaines de milliers. Ce que ces mêmes planificateurs comprennent, bien qu'ils ne le disent pas en public, c'est que la partie japonaise absorbera des pertes qui sont, selon tout calcul civilisé, catastrophiques. La question est de savoir si ces pertes peuvent être imposées aux assaillants à un rythme qui rend l'invasion politiquement insoutenable à Washington. Le corps des attaques spéciales n'est, en ce sens, pas irrationnel. C'est une tentative désespérée de résoudre un problème réel par le seul moyen encore disponible. La première mission Toko décolle de Mabalacat le 21 octobre 1944. Ce n'est pas l'unité de Seki, cela vient plus tard. Les 4 premiers volontaires décollent tôt le matin sous un ciel qui s'est dégagé pendant la nuit. La visibilité est bonne. La mer en dessous d'eux est bleue et vide, comme elle l'est toujours, avant que les navires n'apparaissent. Ils ne trouvent rien. Ils retournent à la base. La mission est annulée. Le jour suivant, une deuxième tentative est faite avec le même résultat. Le 25 octobre, Seki mène l'unité Shikishima dans les airs. Il a 5 avions.
5 pilotes. 5 hommes dans la vingtaine, certains d'entre eux à peine plus âgés que les élèves qui s'asseyaient au bureau de l'école avant que l'aérodrome ne réquisitionne le bâtiment. Ils volent vers le sud depuis Mabalacat, en formation lâche, descendant vers la surface de la mer des Philippines, pour rester sous les radars américains, et ce qu'ils trouvent lorsqu'ils le trouvent est le groupe de porte-avions d'escorte, désigné Unité opérationnelle 77.4.3, connu par les hommes qui servent à son bord sous le nom de Taffy 3. Taffy 3 n'est pas une affectation glamour. Elle est composée de 6 porte-avions d'escorte, plus petits, plus lents et beaucoup moins bien blindés que les porte-avions d'escadre des principales forces de frappe, ainsi que de 7 destroyers et escorteurs de destroyers, dont le travail consiste à fournir une protection anti-sous-marine et un soutien aérien rapproché pour les débarquements de Leyte. Les hommes à leur bord ne s'attendent pas à mener un engagement de surface. Ils s'attendent à une autre matinée de routine de cycle de lancement et de récupération. Ils ont déjà survécu, plus tôt ce même matin, à une rencontre avec des cuirassés japonais qui auraient dû les détruire. Les restes de la force centrale de l'amiral Kurita, qui est passé par le détroit de San Bernardino et a trouvé Taffy 3 essentiellement sans protection. Grâce à une combinaison de bravoure désespérée de la part des destroyers, d'écrans de fumée et de la propre prudence de Kurita, Taffy 3 a survécu à cette rencontre. Le porte-avions d'escorte Sanlo a déjà perdu plusieurs avions et est en train de récupérer ses avions restants lorsque l'unité Shikishima arrive. Seki arrive du dessus de la couche nuageuse. Le tir anti-aérien de Taffy 3 s'ouvre immédiatement. Un mur de balles traçantes et d'obus à fusée de proximité qui remplit l'air autour des avions entrants. Les porte-avions d'escorte ne sont pas légèrement armés. Leurs canons Beaufort de 40 mm et leurs canons Oerlikon de 20 mm peuvent mettre une densité de feu dans une petite section de ciel qui est, par n'importe quel calcul normal, à laquelle on ne peut pas survivre pour un attaquant conventionnel. Mais Seki ne fait pas une attaque conventionnelle. Il n'essaie pas d'aligner un point de largage de bombe, puis de se retirer. Il fait voler son avion comme un projectile visé sur un point spécifique sur le pont d'un navire. Et le feu qui dissuaderait un pilote qui a l'intention de survivre ne peut pas dissuader un pilote qui n'en a pas l'intention. 4 des 5 avions trouvent leur cible. Un frappe le pont d'envol du porte-avions d'escorte Kitkun Bay et glisse dans la mer sans exploser. La bombe ne s'arme pas. Un frappe le Kalinin Bay, déchirant son pont d'envol et tuant 5 hommes. Un frappe le White Plains. Seki lui-même, selon la meilleure reconstruction de l'événement que les historiens navals ont pu reconstituer à partir des rapports après l'action et des récits des survivants, plonge son avion dans le pont d'envol du Saint-Lô. Le Saint-Lô ne survit pas. La bombe que l'avion de Seki transporte pénètre le pont d'envol et détonne dans le hangar, où des avions armés et ravitaillés en carburant sont préparés pour le prochain cycle de lancement. Les explosions secondaires se propagent à travers le navire plus rapidement que le contrôle des avaries ne peut réagir. L'ordre d'abandonner le navire intervient dans les minutes suivant la frappe. Le Saint-Lô roule sur son côté bâbord et coule en moins de 30 minutes. 114 membres de son équipage sont morts. Il est le premier navire de l'histoire à être coulé par une attaque suicide délibérée. Le rapport qui parvient à l'amiral Onishi à son quartier général à Manille se lit dans le langage économique de la communication navale comme une victoire. 2 porte-avions d'escorte gravement endommagés, un coulé, 5 avions sacrifiés, 5 pilotes perdus. Le ratio d'échange, selon les métriques que les planificateurs militaires utilisent pour évaluer les attaques, est favorable d'une manière qu'aucune attaque conventionnelle avec 5 avions contre une flotte défendue n'aurait pu possiblement produire. Onishi autorise l'expansion du programme. Ce qui suit au cours des 7 mois suivants est l'un des processus institutionnels d'autodestruction organisés les plus systématiques de l'histoire de la guerre. Et l'appeler systématique est important, car la tendance à encadrer le phénomène kamikaze
en des termes purement émotionnels ou spirituels, comme s'il s'agissait simplement de l'expression d'une volonté culturelle de mourir, manque le degré auquel il est, à chaque niveau, un programme militaire géré avec une logistique, des protocoles de formation, des objectifs de recrutement et des hiérarchies administratives. Il y a des commandants TOCO qui soumettent des rapports de préparation quotidiens. Il y a des cellules de planification TOCO qui calculent le taux de consommation de pilotes par rapport au taux d'avancée navale américaine et projettent combien de missions supplémentaires seront nécessaires pour imposer le niveau d'attrition souhaité. Il y a des officiers des affaires publiques qui écrivent les communiqués de presse, les avis de décès, les haïkus commémoratifs. Il y a des commandants de base qui gèrent les cérémonies d'adieu, le saké, les fleurs de cerisier s'il y en a de disponibles, les photographies, avec l'efficacité d'hommes qui ont accompli la cérémonie de nombreuses fois et l'accompliront encore de nombreuses fois avant que la guerre ne soit terminée. Entre octobre 1944 et août 1945, le corps d'attaque spéciale effectuera approximativement 3800 missions TOCO. Les pilotes qui les effectuent sont de plus en plus jeunes, de plus en plus tirés des étudiants universitaires qui ont été conscrits dans les expansions successives des effectifs de l'armée japonaise, de jeunes hommes qui étudiaient la littérature et l'ingénierie et l'économie il y a 2 ans et qui sont maintenant soumis à des programmes de formation en vol qui sont, à la fin de la guerre, mesurés en semaines plutôt qu'en années. Les heures minimum requises pour se qualifier pour une mission TOCO diminuent à mesure que la guerre continue. À l'été 1945, il y a des pilotes qui vont à la mort qui ont moins de 100 heures de temps de vol total. Un nombre qui ne les aurait pas qualifiés pour voler en solo dans une école de pilotage civil en 1941. Les histoires de ces hommes sont difficiles d'accès, car la documentation est inégale, et la nature des missions signifie qu'il n'y a pas de rapport après l'action des pilotes eux-mêmes. Ce qui survit, ce sont les lettres qu'ils écrivent avant le départ, collectées par les familles, conservées dans les archives, publiées dans les décennies suivant la guerre dans des volumes qui comptent parmi les documents les plus douloureux de n'importe quelle langue. Ce ne sont pas, pour l'essentiel, des lettres de fanatisme. Ce ne sont pas, en général, les lettres d'hommes qui ont été consumées par l'idéologie. Ce sont les lettres de jeunes hommes qui vont mourir et qui le savent et qui ont passé la nuit précédente à essayer de trouver des mots adéquats à ce qu'ils ressentent à propos des personnes qu'ils laissent derrière eux. Un étudiant de 20 ans nommé Ichizo Hayashi, qui meurt dans une mission TOCO le 12 avril 1945, écrit à sa mère la nuit précédente « S'il te plaît, mère, ne pleure pas. Même si je meurs, je serai heureux d'avoir contribué à quelque chose. » Ensuite, dans une deuxième lettre écrite tard cette même nuit et glissée à l'intérieur de la première, pour qu'elle ne la trouve pas avant d'avoir déjà lu la première. « Mère, j'ai peur. » Un étudiant en littérature classique nommé Eishi Okabe tient un journal pendant ces dernières semaines que les historiens ont étudié pour ce qu'il révèle sur la psychologie du programme. Il a 22 ans. Il a lu Descartes et Hegel et Tolstoï. Il sait ce qu'est la mort. Il écrit « J'essaie de considérer ma mort comme la mort d'un seul individu. Mais quand je pense au chagrin que cela apportera à mes parents, je ne peux pas le supporter. » Il rature cela. Il l'écrit de nouveau. Il le rature à nouveau. Les ratures sont visibles dans le document original. Ce que les lettres révèlent, à travers les centaines qui ont été publiées et analysées, n'est pas ce que la machine de propagande du Japon impérial veut qu'elle révèle. La propagande veut une acceptation héroïque, de jeunes hommes allant à la mort avec la sérénité d'hommes accomplissant un but transcendant. Ce que les lettres montrent réellement est plus compliqué, plus humain et, à bien des égards, plus dérangeant. Les hommes qui volent dans les missions TOCO sont, pour beaucoup d'entre eux, en paix avec leur sort d'une manière spécifique, non pas parce qu'ils ne valorisent pas leur vie,
mais parce que les circonstances ont réduit les options disponibles au point où la seule liberté restante est la manière dont ils choisissent de faire face à ce qu'ils ne peuvent pas changer. Okabe écrit dans sa dernière entrée « Je suis parvenu à une compréhension. Ce n'est pas que je veux mourir. C'est que la situation est telle que ma mort sert un but que ma vie ne peut pas servir. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de l'arithmétique. » Il meurt le 22 février 1945 dans une mission contre la flotte américaine au large d'Okinawa. La campagne contre Okinawa, qui commence en avril 1945, produit l'application la plus intense du programme Toko pendant la guerre. Le quartier général impérial japonais engage près de 2000 avions d'attaque spéciale dans la bataille, organisés en une série d'attaques de masse coordonnées appelées Kikusui, chrysanthème flottant. Le premier Kikusui, le 6 et 7 avril, envoie 355 avions Toko contre la flotte américaine en un seul jour. Les résultats sont, du point de vue militaire japonais, significatifs. À la fin de la campagne d'Okinawa, le corps d'attaque spécial a coulé 36 navires américains et en a endommagé près de 400 autres. Il a tué approximativement 5000 marins américains. Ce sont les pertes navales les plus lourdes que les États-Unis subissent au cours d'une seule campagne de la guerre du Pacifique. Ce n'est pas non plus suffisant. La flotte américaine au large d'Okinawa ne se retire pas. Elle ne faiblit pas. Elle absorbe les attaques, enterre ses morts, répare ce qui peut être réparé et poursuit l'opération. Les destroyers piqués radar, les petits navires de guerre stationnés très loin de la flotte principale spécifiquement pour donner une alerte précoce des attaques Toko, subissent des pertes catastrophiques. Des destroyers comme l'Aaron Ward, le Lafay, le Bush sont touchés par plusieurs avions lors d'engagements uniques, leurs équipages combattant les incendies et les inondations simultanément, tandis que d'autres avions arrivent à travers la fumée. Le Lafay est frappé par 6 avions Toko et 4 bombes en moins de 80 minutes et reste à flot. L'équipage qui survit à la bataille l'appelle par un nom qui ne nécessite aucune traduction. Il l'appelle le navire qui ne voulait pas mourir. Mais même le Lafay ne fait pas demi-tour. Rien ne fait demi-tour. À l'été 1945, les planificateurs du programme Toko travaillent avec des nombres qui sont devenus théologiques plutôt que militaires. L'invasion américaine projetée de Kyushu, prévue pour novembre 1945 sous l'opération Downfall, nécessitera l'interception de milliers de péniches de débarquement, de transport de troupes et de navires d'appui-feu. Les documents de planification japonais, récupérés après la reddition, révèlent que l'armée a réservé plus de 9000 avions pour des missions Toko contre la flotte d'invasion, y compris des avions d'entraînement, des biplans obsolètes, tout ce qui peut voler et transporter une bombe. En plus des avions, il y a des plans pour des bateaux Toko, de petites embarcations chargées d'explosifs, montées par un seul homme qui se dirige vers la cible, et des kaiten, des torpilles guidées par des humains dans lesquelles le pilote est scellé à l'intérieur de l'arme et la guide vers l'impact par périscope. Il y a des plans pour des fukuryu, des soldats nageurs qui feront exploser des charges explosives contre les coques des péniches de débarquement, tout en étant sous l'eau. La machinerie de l'autodestruction est devenue totale. Ce que les hommes à l'intérieur comprennent, ce que les pilotes qui attendent sur les aérodromes du sud de Kyushu en août 1945 comprennent, alors qu'ils attendent la flotte d'invasion dont la radio leur annonce l'arrivée, est quelque chose dont les historiens débattront pendant des décennies par la suite. La question est toujours la même. Croyait-il sincèrement que le sacrifice réussirait? Croyait-il que 9000 avions pourraient arrêter une flotte d'invasion de la taille que les planificateurs américains assemblaient? Croyait-il que le coup rendrait l'invasion insoutenable? Les lettres ne répondent pas clairement à cette question. Ce qu'elles suggèrent, ce que les journaux intimes suggèrent, ce que les récits des officiers survivants suggèrent, c'est que la croyance et son absence n'étaient pas, à ce stade, les catégories pertinentes. Les hommes qui attendent sur les aérodromes du Sud ne sont pas, pour beaucoup d'entre eux, en train d'attendre parce qu'ils croient qu'ils vont gagner.
Ils attendent parce que l'alternative, la question de ce qui se passe s'ils n'y vont pas, s'ils font demi-tour, s'ils disent non qu'Arman dise non, est une question que la société qui les entoure, la machine militaire dans laquelle ils sont intégrés, les familles qu'ils laisseront derrière eux, a rendu impensable. La coercition n'est pas, pour la plupart, explicite. Il n'y a pas de peloton d'exécution pour le pilote Toko qui refuse sa mission. Mais l'architecture sociale de la honte et de l'obligation et de l'identité collective qui entoure le programme est si complète, si totale, que le refus est, pour la plupart d'entre eux, sincèrement inconcevable d'une manière qui va au-delà de la peur de la punition. Il y a des exceptions. Il y a des hommes qui deviennent fous en attendant et qui sont retirés de leurs fonctions pour des raisons psychiatriques. Il y a des hommes qui s'enivrent jusqu'à perdre connaissance la nuit précédant leur mission et que l'on retrouve le lendemain matin incapables de voler. Il y a, selon certains récits, un petit nombre de pilotes qui décollent pour leur mission et puis, à un moment donné, au-dessus de la mer, font demi-tour. Ce qui arrive à ces hommes n'est pas bien documenté. Les registres, là où ils existent, ne sont pas précis sur les raisons du retour. Ce qui est documenté, ce que les archives américaines documentent, avec une grande précision, parce que les Américains ont d'excellents radars et d'excellents rapports après l'action, c'est le résultat. Sur les approximativement 3800 missions Toko volées pendant la guerre, environ 14% frappent leur cible. Les autres sont interceptés par des patrouilles aériennes de combat, abattues par des tirs anti-aériens ou pour des raisons qui sont parfois mécaniques et parfois impossibles à déterminer, n'atteignent pas leur cible. Les 14% qui atteignent leur cible coulent 36 navires et en endommagent près de 400. Mais elles ne changent l'issue d'aucune bataille. Elles n'empêchent pas Okinawa de tomber. Elles n'empêchent pas l'approche finale de la puissance américaine vers les îles de la patrie. Le 6 août 1945, une bombe atomique détruit Hiroshima. Le 9 août, une deuxième bombe détruit Nagasaki. Le 15 août, l'empereur diffuse son rescrit de reddition à la radio. Sa voix, entendue pour la première fois par la plupart de ses sujets, parlant dans un registre formel si élevé que beaucoup d'entre eux ne peuvent pas comprendre les mots spécifiques, seulement la signification générale, qui est que c'est fini. Sur les aérodromes de Kyushu, les pilotes attendant l'invasion reçoivent l'émission de diverses manières. Certains pleurent, certains s'assoient en silence. Il est rapporté que certains ont exprimé, dans l'intimité de petits groupes, un soulagement qu'ils ne s'attendaient pas à ressentir et qu'ils ne savent pas comment expliquer. Quelques-uns, dans un dernier acte de ce qu'ils croient être leur devoir, décollent quand même et meurent dans la mer. Les 9000 avions qui étaient réservés pour la défense de la patrie sont laissés sur leurs aérodromes, leurs moteurs refroidissants, leurs réservoirs de carburant pleins, leurs cockpits vides. Onishi, qui a passé la dernière année à construire le programme et à approuver les missions et à signer les ordres, se tue le 16 août. Il n'utilise pas un pistolet. Il utilise une épée effectuant le seppuku de la manière traditionnelle et il est retrouvé encore en vie le lendemain matin, refusant le coup de grâce pendant plus de 15 heures, mourant finalement dans l'après-midi. Il laisse un mot adressé aux esprits des pilotes Toko. Il écrit « Vous avez bien combattu. Pardonnez-moi. » Que le pardon qu'il demande soit pour avoir créé le programme, pour ne pas avoir livré la victoire qu'il était censé acheter, ou pour toute autre chose, le mot ne le dit pas. Yukio Seki, le jeune lieutenant qui a dirigé l'unité Shikishima contre le Sanlo le 25 octobre 1944, ne laisse pas un compte rendu détaillé de ces dernières heures. Il n'est pas inhabituel en cela. Les premiers pilotes, ceux qui ont volé avant que le programme ne devienne une institution bureaucratique avec ses propres pratiques de documentation, ont laissé moins de choses derrière eux que ceux qui sont venus plus tard. Ce qui survit de lui est le récit de l'officier qui l'a entendu dire, avant de s'éloigner dans la nuit philippine, que le Japon était fini s'il devait recourir à cela. L'officier qui se souvient de cela
le capitaine de corvette Rikiei Inoguchi, qui sert dans l'état-major d'Onishi et écrit plus tard l'un des mémoires les plus importants du programme Toko, porte les mots pendant des décennies. Il en parle dans ses mémoires, publiés en 1958, et il note que dans les 20 années où il y a pensé, il n'a jamais pu décider si Seki avait tort ou raison. Le Japon a recouru à cela. Le Japon a, finalement, perdu. Mais la relation causale entre les deux faits, si le fait de recourir a prouvé la perte, ou si la perte s'est produite pour d'autres raisons qui n'avaient rien à voir avec le programme, n'est pas quelque chose que l'ancien capitaine de corvette est prêt à juger par écrit. Ce qu'il est prêt à dire est plus simple. Il est prêt à dire que les hommes qui ont volé les missions Toko n'étaient pas, pour la plupart d'entre eux, d'après les preuves de ce qu'ils ont écrit et dit et fait dans les heures avant leur mort, les guerriers idéologiques que la propagande a fait d'eux. Ils étaient de jeunes hommes qui avaient été placés dans une position où il ne restait rien d'autre à faire que ce qu'ils ont fait. Le programme les a consumés non pas parce qu'ils étaient des fanatiques, mais parce qu'ils étaient loyaux. Et parce que la loyauté, dans un système qui n'a pas de sortie et pas d'alternative et pas de limite sur ce qu'il va demander, peut arriver à la même destination que le fanatisme sans être la même chose. La distinction importe. Elle importe parce que les 7000 hommes qui sont morts en volant des missions Toko entre octobre 1944 et août 1945 n'étaient pas, pour l'essentiel, des hommes qui voulaient mourir. Ils étaient des hommes qui voulaient vivre dans un pays qui existait encore et à qui on a dit, par les personnes et les institutions en lesquelles ils avaient confiance, que le prix de l'existence de ce pays était la leur. Ils l'ont payé. Le pays est tombé de toute façon. Et la question de ce que cela signifie, si le paiement a été gaspillé, s'il a été pris d'eux sous de faux prétextes, s'il y a quelque chose dans la machinerie des États en guerre qui transforme les loyautés humaines les plus profondes en instruments de leur propre destruction, n'est pas une question à laquelle les aérodromes de Kyushu, se tenant vides en août 1945, peuvent répondre. Certaines questions, l'histoire ne fait que les poser. La réponse est laissée à quiconque est encore en vie. Si cette histoire vous a touché, aimez et abonnez-vous. Nous trouvons ces histoires oubliées chaque jour. La question pour vous, les pilotes kamikazes étaient-ils des victimes tragiques d'un système qui ne leur laissait pas de vrais choix, ou étaient-ils de véritables volontaires qui comprenaient exactement ce qu'ils choisissaient? La ligne entre ces deux choses est plus fine que vous ne le pensez, et là où vous la tracez en dit long sur la façon dont vous comprenez la loyauté, la coercition, et ce que la guerre fait aux hommes à l'intérieur. Déposez votre réponse dans les commentaires et regardez cette vidéo suivante. Vous n'allez pas croire ce que ces hommes ont fait.